C'est quoi pour vous être à sa place ? Enfin, le principe même d'être à sa place, c'est de se dire je suis là où je suis. Une personne qui a la joie de vivre. Je n'ai pas prise comme j'aurais pu l'apprendre. C'est un métier formidable et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé. J'essaie de la trouver. Hop, pas tous en même temps là. C'est quoi ce bazar ? Capharnaüm, le podcast, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui relèvent le défi de trouver leur place. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait exactement. Mais non de Dieu, je ne suis pas à ta place, je suis à ma place. Putain, je suis contente parce que Benjamin, la dernière fois qu'on a fait le podcast, il n'avait pas de micro, c'était un peu acrobatique. Donc là, déjà. Là, ça y est, Là, j'ai il y a un droit de parole. chacun On m'a offert un droit de parole. D'accord. Je suis monté en grade. Ouais. Déjà, pour commencer, Allez. Jérôme, merci de nous recevoir. Merci à vous de me podcaster. On est hyper contents avec Marina de t'avoir pour notre deuxième numéro. Ouais. D'accord. Qui était la première personne ? C'était génial, c'était Audrey. Donc on était dans Audrey. on était dans la broderie avant. Ah oui. Et là, tu vas nous expliquer Je crois que j'ai déjà vu son travail. Ah ouais. Ouais. Et écoute, tu nous expliqueras dans quel métier tu œuvres, dans quelle passion tu œuvres, quelle est ta D'accord. place. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui ? Alors, où est-ce qu'on est ? On est au foyer Vietnam. Vous connaissez le foyer Vietnam ? Moi, je connais le Vietnam. Tu connais le Vietnam ? T'as déjà été au Vietnam ? Ouais, j'étais au Très Vietnam. bien. Ok. On en parlera plus tard. Ouais. Ok. Alors, le foyer Vietnam, c'est quoi ? C'est. Alors, je vais faire un peu d'histoire. Ouais. En fait, ce lieu, c'est un lieu qui avant appartenait à l'Ancien Régime. Ok. En 1975, il y a la libération du Vietnam. Il y a un nouveau gouvernement qui se forme. Et ce gouvernement donne ce lieu à une association qui s'appelle l'Union Générale des Vietnamiens de France. Et cette association, mes parents en faisaient partie. Moi, j'en fais partie aussi encore aujourd'hui. Et donc, on reçoit ce lieu et on en fait une cantine. C'est devenu la cantine la première cantine en fait vietnamienne dans le 5e arrondissement. Et la particularité du 5e arrondissement, c'est que c'est l'endroit où il y a eu les premiers restaurants vietnamiens. On peut quasi 5e arrondissement de Paris. de On n'est Paris. pas à Marseille. Voilà, c'est ça. On peut quasi même dire aujourd'hui que le 13e arrondissement, c'est l'arrondissement des Chinois et le 5e, c'est l'arrondissement Des Viettes. des Vietnamiens. Ah, Ouais, d'accord. il y a peut-être une plaque commémorative qui va être faite vers la mutualité. Là, c'est vraiment la cantine où tout le monde passe. D'accord, moi, j'ai une énorme ardoise ici. Ça fait 2 ans que j'ai pas payé. Puis alors, t'as vu, on a de la chance, hein, pour le coup, il nous accueillait à un endroit où ils sont à sa place. Exactement. Alors, Jérôme, Jérôme, Oui. c'est la force tranquille qui peut-être aurait rencontré l'ironie. C'est un peu le labeur qui flirte avec l'insolite. Il est un peu comme une virgule, celle qui marque des pauses et donne le rythme. Bleu. Je l'ai toujours vu habillé en bleu. Ah, aujourd'hui, il est en noir. Est-ce par penchant pour l'efficacité ou par goût ? Je ne saurais dire. Sans doute un peu des deux. Je souris intérieurement car je sais qu'il va devoir rétablir une vérité. Oui, c'est vrai, Jérôme, parfois tu mets du gris et du noir. Il crée toujours entre lui et moi une distance pudique qui, au début, me laissait croire qu'il était loin et qui, aujourd'hui, devient notre lieu de rencontre. J'aime son égard tout asiatique de ne pas surcharger l'interférence. Dans son absence d'emballement, il y a une place laissée à la profondeur. Voilà pourquoi nous avons voulu le podcaster, car Jérôme, c'est celui qui laisse de la place pour qu'advienne le fond. C'est d'ailleurs un paradoxe pour cet homme qui a su faire de la forme sa vie. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Alors, est-ce que je lâche tout de suite que je t'appelle Tam ou on reste sur Jérôme ? Tu m'appelles comme tu as envie. Alors, je vais en revenir à ton prénom et puis si tu me permets, je vais reprendre quelques lignes de nos échanges SMS. Ça fait Ok, un peu ok. vieux de dire qu'on échange par SMS, mais ça s'est passé par SMS. Je vais commencer le podcast en te citant parce que ça m'a énormément touchée la façon dont tu parlais de ce fameux prénom. Alors, je te cite, j'ouvre même les guillemets. Il y a 2 personnes qui m'appellent Tam, toi et une amie du Vietnam. Mais tu m'appelles comme tu as envie. Mon nom de famille, c'est Tam Vo. Mon premier prénom, c'est Mi. Mon second, c'est Jérôme. Je me suis toujours fait appeler Jérôme Tam, et pour moi, mon nom d'artiste était facile à trouver. Jérôme Tam Vomi. C'est la réunion entre mes 2 origines, ce qui fait que ma copine m'appelle Jérômi. Alors, je t'ai déjà dit qu'on ne dit pas ma copine quand on a l'âge qu'on a. Ah. Je me suis appelée Mi jusqu'à mon entrée en primaire. Ensuite, mes parents ont préféré
que je m'appelle Jérôme. J'imagine qu'ils avaient peur pour mon intégration dans la société française. D'ailleurs, certains profs m'appelaient Tan et pas Tam. Moi, ça me faisait marrer. Je n'attache pas beaucoup d'importance à mon nom. La plupart de mes potes m'appellent Gère. Donc, excuse-moi quand même, Jérôme, Tam, je ne sais pas comment je dois t'appeler. Moi non plus, là, ça va être On est un compliqué. peu perdu. Mais c'est quand même pas neutre le rapport que l'on a à son prénom. Est-ce que tu es un peu le cul entre deux chaises, voire ici 3 et est-ce que tu as finalement vraiment envie que je continue à t'appeler Tam ou autrement? Je ne sais plus. T'as qu'à m'appeler maître, non? Je déconne. Ah oui, je serai ton esclave. Non, la plupart du temps, les gens m'appellent Jérôme. Donc voilà, mais si toi tu préfères m'appeler Tam, appelle-moi Tam. Après, moi, ça me fait bizarre parce que c'est mon nom de famille. Ouais. Donc c'est bizarre qu'on m'appelle par mon nom de famille. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Alors justement, je vais rebondir sur cette première question. Comment est-ce que tu as pu trouver ta place en tant qu'enfant déraciné, puisque tu es vietnamien, tu nous l'as dit. Donc quand tu arrives en France, tu n'es pas dans ta culture d'origine, même si tu es né ici. Est-ce que je me sens déraciné? C'est ça ta Ouais. question? A priori non, je me sens pas du tout déraciné. En fait, moi je suis né en France. Mon père est vietnamien, ma mère est française. Donc là, je connais je suis né en France, ma culture elle est globalement française. Je me suis beaucoup intéressé à la culture vietnamienne, quoi. Comme tout le monde, je pense que vers 17-18 ans, tu cherches un peu ton identité. Donc je suis allé beaucoup de fois au Vietnam. J'ai essayé de comprendre en fait l'état d'esprit des Vietnamiens. En France, moi je côtoie énormément de Vietnamiens, ce qui fait que tu discutes avec tous les aînés, même aujourd'hui avec des jeunes. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Vietnamiens qui viennent du Vietnam, qui sont à Paris et dans toute la France. Donc du coup, je discute pas mal avec tous ces gens. Au final, je me sens pas déraciné du tout, quoi. Alors tu te sens à ta place dans le 5e rue Du Mont. coup, je me sens à ma place. Ouais, j'ai pas trop de problème à ça. Moi, je pense que ta place, tu la prends. Tu la prends. T'es là, tu fais des choses, donc moi, j'ai pas de problème à assumer ma place ou à assumer qui je suis, quoi. Mais d'ailleurs, apparemment, ils vont installer aussi une stèle pour Jérôme. stèle pour Il y a Jérôme. une stèle dans le 5e Ouais. aussi. Celui qui a pris Ouais. sa place dans le 5. La place table, d'ailleurs. C'est ça, la place Tam, ouais. Alors Jérôme Tam Tam, j'aime bien t'appeler Tam Tam. Laquelle de ces deux expressions résonne le plus en toi? Reste à ta place ou qui va à la chasse perd sa place? Alors, reste à ta place. Moi, je trouve ça rigolo. Ça me fait un peu... je sais pas, ça me fait penser à l'esclavage, cette phrase. Ou ça me fait penser à... Comme quand tu parles à un chien. En plus, quoi, si t'aimes pas les chiens. Donc, reste à ta place, je trouve ça aberrant, finalement, comme terme. Et l'autre, c'est quoi? Qui va à la chasse perd sa place. Alors, qui va à la chasse perd sa place. C'est pareil, je trouve ça aussi bizarre. Moi, je pense que c'est pareil. Moi, je pense avoir toujours fait attention à ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Moi, je suis artiste et graphiste. Je pense qu'il y a des millions d'artistes, il y a des millions de graphistes. Chacun a son travail, sa patte, sa vision. Donc, en gros, il y a une sorte de concurrence, mais finalement, entre artistes, entre graphistes, tu t'entraides. Donc, tu prends jamais la place de quelqu'un. En tout cas, moi, dans mon état d'esprit, on prend jamais la place de quelqu'un. Tu vas pas remplacer quelqu'un. Et justement, parle-nous de ce parcours, parce qu'on n'avait pas vraiment dit que tu étais un artiste jusque-là. Quelles sont les expériences qui t'ont permis de ressentir justement que tu étais à ta place et que tu ne prenais pas celle de quelqu'un d'autre? Parce que c'est via ta fonction que tu t'es senti à ta place? Ouais, c'est peut-être grâce à mon parcours. Ouais, c'est peut-être ça. J'ai eu un parcours qui est relativement simple, basique, on va dire. Ouais, vas-y, explique quand même que les gens jugent par eux-mêmes si c'est simple.
Alors, comment ça s'est passé? Je pense qu'à l'âge de 6 ans, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier, je disais que je voulais faire du dessin. Donc très tôt, en fait, je savais ce que je voulais faire. Après, quel métier dans le monde du dessin, j'en avais aucune idée. Mais ça a fait que mes parents se sont intéressés à ce qui existait comme profession. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des écoles d'art à Paris. Donc quand j'étais en classe de 3e, ils m'ont inscrit au cours du soir de l'école du Perret, qui est une école d'art de la ville de Paris. Ça m'a permis de passer les concours. En gros, tu prends des cours du soir pour te préparer au concours. J'ai été accepté dans une école qui s'appelle l'école Estienne. J'y suis resté 5 ans, je crois. Pendant les 3 premières années, en fait, c'était une école qui était hyper intéressant. On touchait tous les arts appliqués, l'art en général, la peinture, la sculpture, la vidéo, la photo, le stylisme, l'architecture intérieure. Donc pendant 3 ans, j'ai touché à tous ces domaines. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite, je suis rentré en BTS de graphisme et expression visuelle. En gros, publicité. Et là, c'était pas du tout intéressant. Il y avait que l'histoire de l'art qui était intéressant. Le reste, franchement, ça servait à rien. Quoi. En gros, les cours étaient pas Pourquoi terribles. tu te sentais pas à ta place alors? Non, je trouvais que les cours étaient pas intéressants, que ce que les profs nous enseignaient m'aidait pas dans mon travail. La pub, ça te parle pas? C'est pas ça. À l'époque, je faisais beaucoup de dessins. J'éditais des fanzines, des graph-zines, je faisais de la peinture, donc je côtoyais différents artistes, je collaborais avec différents artistes, des gens comme Kiki Picasso, Placide et Museau, les Rick Poulain, je ne sais pas si ça vous parle. Kiki Picasso quand même, bon. Voilà, Vraiment, donc c'est des gens que je continue, c'est des gens que je continue à voir encore. Et au même moment, donc en première année de BTS, j'ai commencé à avoir des clients. Donc j'étais inscrit à l'URSSAF. Mais t'étais jeune du coup, t'avais quel âge? Je sais pas, moi je sais pas calculer. 19 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, donc à 19 ans déjà t'étais inscrit à l'URSSAF. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même un choc des cultures, hein, Jérôme, si tu me permets. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, quand j'avais envie de faire un truc, mes parents me filaient un bout de papier et un stylo et tu veux faire du dessin, bah vas-y, fais du dessin. Il y a quand même une différence culturelle qui est tout à ton avantage hein, quand on voit autant d'aujourd'hui. Ouais. Alors attends, j'en ai été où T'en étais 19 ans, oui, donc 19 ans, t'avais déjà 3 métiers, t'avais déjà repeint la cathédrale Sixtine. Donc j'ai 21% le taux d'URSSAF. Non, ça devait être 12. Non, à l'époque, on pouvait pas rentrer à la maison d'artiste parce que la maison d'artiste te demandait d'avoir gagné de l'argent, ce qui est débile, mais c'est comme ça. Donc quand je suis sorti de l'école, j'étais déjà un travailleur indépendant. Ensuite, je me suis associé avec différentes personnes, j'ai monté différentes agences de com. Et à un moment... t'avais 20 ans, quoi. Non, j'ai continué. Du coup, j'ai moins fait de peinture. C'était plus compliqué. Que quand tu as des salariés, c'est difficile d'avoir quoi. Oui, bien sûr. Tu mets pas ton atelier dans une agence de pub, quoi. Donc, mais du coup, tu as quand même un petit peu laissé de côté cette place de l'indépendance et de la créativité pour assumer d'être en charge de personnes. Oui, complètement. Ouais, mais je sais pas, ça me semblait, et ça me semble toujours, très facile, quoi. Y a pas de... Après, moi, je suis quelqu'un de très laxiste. C'est-à-dire que les gens arrivaient à l'heure qu'ils voulaient, partaient à l'heure qu'ils voulaient. S'il fallait qu'ils aillent chez le médecin ou s'il fallait que, je sais pas quoi, ils aillent voir leur grand-mère ce jour-là, ils y allaient. Le plus important, c'était que le boulot soit fait, point. Donc, c'est pas laxiste, ça. C'est pas laxiste. Non, mais il n'y avait pas de règles. Chacun doit être autonome et responsable. Il avait inventé le télétravail avant l'heure. C'est ça. Tu aurais pu écrire Reinventing Organization de Laloux, quoi, en amont. Donc voilà, mais évidemment, c'est aussi c'est une manière de responsabiliser les gens. Bien sûr, c'est pas du laxisme. Alors moi, je le vois comme ça, c'est que je me dis, mais faites comme vous voulez, quoi. T'es un mec cool, quoi. Je sais pas. Vous faites combien de fournées par jour, Madame Lesage? 3, des fois 4. La première, à quelle heure? À 2h du matin que je me lève. Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des œufs en dessous de leurs bras qu'ils ont. Il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain.
faut le poignet. Ouais, c'est le poignet qu'il faut. Et puis il faut avoir du goût pour son pain, pour l'amour de son travail. T'as pigé? Alors justement, aujourd'hui, tu acceptes ce statut de peintre, d'artiste. Est-ce que tu peux nous parler du processus que tu as eu pour le devenir? Est-ce que tu as eu à un moment le syndrome de l'imposteur? Parce que quand tu as créé ces boîtes, c'est vrai que tu as pris une étiquette un peu plus entrepreneuriale. Est-ce que ça a pu cohabiter avec ce désir d'art? Alors, pour recontinuer dans le parcours, en fait, donc j'avais arrêté la peinture. Je continuais à dessiner, mais beaucoup moins. Après, le fait d'être dans une agence, du coup, moi, j'étais directeur de création. Donc, tu es toujours en train de trouver des idées, de chercher, de dessiner, de faire des campagnes ou des sites internet ou des logos ou des trucs comme ça. Moins de peinture. Et il y a une dizaine d'années... Je me permets, je fais une petite parenthèse, parce que c'est quand même lui qui a fait notre logo, qui est juste incroyable, et j'en profite pour te remercier. Voilà, je ferme la parenthèse. On peut te remercier beaucoup sur notre logo. C'est une infime partie du magnifique travail que peut faire Jérôme. Mais quand même. Mais qu'on pourrait retrouver aussi sur notre Instagram, tout le boulot qu'il fait, et sur le sien. D'ailleurs, tu nous rappelleras ton Instagram si les gens veulent aller voir après. J'ai plein d'Instagram. Ouais. Je sais, j'ai vu ça. Pour chacune de tes vies, j'ai vu qu'il y a un Instagram. Allez, on ferme la parenthèse. Alors, est-ce que je suis Oui, du coup, imposteur. Non. Donc, il y a une dizaine d'années, je me sépare de mes salariés, ce qui me permet de travailler chez moi et donc de me remettre à la peinture. Et puis voilà, donc c'est un travail de recherche. Je pense que j'avais envie de me remettre à de la création plus pure, même si en graphisme, c'est aussi de la création. Pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière entre le graphisme, la peinture, tout ça, c'est des domaines artistiques, donc j'ai pas de... Ah, mais vas-y, rentre. Rentre. Viens, c'est le foyer. On a des invités qui viennent de temps en temps. On est ravis, ne vous en faites pas. Mais alors, juste, excuse-moi, Jérôme, en tant qu'artiste... Justement, on peut souvent se poser la question comment on trouve sa patte, comment on trouve son style, comment on arrive à aussi d'une certaine manière trouver sa place. Ça t'a pris combien de temps pour toi de réussir à trouver le style qui te correspondait le mieux? Et peut-être que tu ne l'as pas encore trouvé. Ça, je sais pas, c'est à toi de me le dire quand tu regardes mon travail. Mais justement, je trouve que tu as une patte très particulière que moi j'aime beaucoup, en tout cas dans ce que tu fais, qui mélange à la fois peinture, graphisme. Ça a été quoi ton approche à toi justement pour essayer de mixer les deux? Est-ce que d'abord tu es passé que à la peinture? Est-ce que tu t'es dit assez rapidement je vais essayer de pouvoir mixer à la fois le graphisme et à la fois la peinture? Et peut-être que je me trompe dans ce que je te dis là. Alors c'est vrai que je pense que le travail que j'ai fait ou même que je continue à faire, c'est essentiellement un travail typographique. Donc, en fait, je travaille beaucoup sur la typo, même si sur mes toiles il n'y a plus de typo. Mais en fait, finalement, c'est cette histoire de forme, quoi. Une typo, c'est une forme. Et mon travail, il y a une partie de mon travail, quand je fais des travails en couleur, où c'est un travail sur la forme et la couleur. Et après, en effet, je suis rentré dans un processus de recherche. Ça a dû me prendre, 3-4 ans, pour avancer sur des séries. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs Instagram, parce que c'est comme si j'avais différents styles. En fait, t'es schizo. Ça m'est un peu égal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une idée, je lance une série et je fais une série. Et puis j'avance. Demain, je peux faire autre chose. Là, en ce moment, je suis en train de bosser sur une série de posters. Donc je reviens au graphisme sans client, c'est des posters que je vais pouvoir diffuser tout seul. Et pour moi, c'est une autre forme d'art, c'est-à-dire que l'affiche, c'est une forme d'art, tu en fais ce que tu veux, quoi. Et du coup, c'est essentiellement un travail typographique, là. Tu retrouves ton indépendance dans maîtriser la diffusion? Parce que c'est sûr que quand tu es dans le monde de la peinture, tu dois avoir des intermédiaires. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, le monde de l'art, c'est un milieu qui est... alors, est-ce qu'il est plus compliqué que d'autres? Je crois pas. Je pense que c'est un milieu qui a ses codes. Il suffit de alors, pas de les comprendre, mais en tout cas, moi, ça s'est passé plutôt facilement. C'est-à-dire que j'ai réussi à rencontrer des gens, il y a des galeries qui se sont intéressées à mon travail. Du coup, j'ai une galerie qui me représente.
Laquelle pour ceux qui veulent acheter? Qui s'appelle Ideal Art. Ah. C'est une galerie anglaise. Je pense que je suis quelqu'un, je sais pas si je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'optimiste. Je me dis qu'il y a toujours, il y a toujours un truc qui va arriver. Ouais. En gros, tout est possible. C'est ma phrase fétiche. C'est ce que je dis à mes enfants. Tout est possible. Jérôme est à sa place quand tout est possible. Bah ouais, tout est possible. Donc toi, se remettre à faire de la peinture à 50 ans, ça pourrait paraître compliqué. Après, moi, je m'en fichais. Je voulais faire de la peinture, je fais de la peinture. Après, si ça c'est très bien parce que tu m'ouvres à une autre question que j'avais pas obligatoirement en tête, mais c'est vrai que c'est faux. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent que passé 30-35 ans, c'est fini, on n'a plus d'avenir créatif, on peut pas se renouveler? Mais en fait, cette idée, c'est un cinéaste, je sais plus, anglais, qui s'est mis, qui était un mec connu, qui s'est mis à faire il a commencé lui à 65 ans je crois, à faire de la peinture. Et donc j'avais lu sa bio et je me suis dit, en fait c'est... Ce qui est le cas de Jim Carrey par exemple. Enfin, je crois que Jim Carrey en faisait déjà pas mal avant, mais je crois qu'il est passé à la peinture et qui maintenant a arrêté le cinéma et s'est lancé complètement dans la peinture. Enfin, a arrêté. On fait encore un peu de temps en temps, ce qu'il faut gagner. Ouais, ça je sais pas. Mais en tout cas, c'est quoi, je me dis, en gros tout est possible. T'as un mec qui commence à faire de la peinture à 65 ans et qui arrive à en faire quelque chose. Je me dis que tout est possible. Après... Moi, j'avais besoin de faire de la peinture. Donc, en fait, continuer et faire les deux, économiquement, c'est plutôt... quoi. En gros, tu continues à faire du graphisme, ça te permet de faire de la peinture. Voilà. Mais c'est vrai que pour toi, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire ce qu'on a envie de faire dès l'instant où c'est une passion, ou c'est quelque chose que tu as... Je crois que c'est une histoire de volonté. Après, une passion... pas sûr, quoi. C'est pas obligatoirement une passion. Si tu es motivé... et que tu veux faire les choses, tu peux les faire je pense à n'importe quel âge. Après, c'est peut-être plus compliqué quand physiquement tu as du mal à marcher ou tu as des problèmes de santé. Ou, voilà, mais sinon... Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors il dit, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Mais justement, est-ce que tu penses que ça prend du temps de trouver sa place? Est-ce qu'il y a un processus quand même où il faut sculpter un peu la vie? En fait, c'est de se sentir capable de faire les choses. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est essayons. Essaye les choses. Tu testes, ça marche pas, tant pis. Au contraire, c'est bien de rater, quoi. Quand tu rates quelque chose, ça te permet après de surmonter d'autres choses. Tu t'aperçois que ça n'a pas marché, tu te demandes pourquoi, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu ressens quand tes œuvres sont achetées et que tu ne connais pas la place qu'on va leur donner dans un espace? Il y a un petit sentiment de déchirement. Je reprends ton expression de tout à l'heure qui m'a touchée. Tu as dit j'ai dû me séparer de mes salariés. Quand tu te sépares d'une œuvre et que tu ne sais pas où est-ce qu'on va la mettre dans un espace, ça te stresse ou pas? J'aime bien cette idée de... si je peux avoir une photo de l'endroit où est accroché un de mes tableaux, dans la maison, dans une maison ou un appartement, je sais pas. J'aime bien parce que ça me permet de voir qui sont les gens qui l'ont acheté, c'est quoi leur état d'esprit, pourquoi ils ont acheté ça. Donc ça m'intéresse. Après, quand il y a un tableau qui est vendu, je sais où il va. Donc je sais que j'ai un tableau à Chicago, j'en ai en Espagne, j'en ai à Paris. Après, j'en ai pas mal vendu à Vuitton, qui eux les mettent genre à Séoul, à Hawaï. Pour Vuitton, ils n'ont pas besoin de nous pour être connus. Mais du coup, eux, ils les diffusent partout. Ouais. Du coup, en effet, ça me fait plutôt plaisir que tout ça se retrouve un peu partout disséminé dans le monde. Et toi, justement, dans cette intention de peindre et d'être placé quelque part dans l'univers de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que tu aimes bien avoir une petite place?
chez les autres? Ouais, sûrement. Après, je l'analyse pas. Moi, je fais de la peinture. Quand je fais des trucs, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais, je sais ce que ça m'apporte. Après, ce que la toile devient, en vrai, ça m'importe pas vraiment. Par contre, je trouve que c'est un peu mercantile, mais je trouve que c'est intéressant de vendre parce que quand tu vends, ça te permet de continuer à produire. Si tu vends pas, et c'est le problème de beaucoup d'artistes, c'est que si pendant 10 ans tu peins et que tu n'arrives jamais à vendre, ben, du coup, tu n'as pas de pognon, donc c'est compliqué. Donc, et la place de l'argent dans tout ça. On est dans un monde où l'argent est important. Quoi. En tout cas, dans la peinture, c'est important. Au Moyen-Âge, par exemple, c'était pas le cas. Au Moyen-Âge, les artistes étaient comme des artisans. Tout le monde était payé de la même manière. Tu étais payé en vache, tu étais payé en... Alors, pour une toile de Jérôme, c'est 2 cochons. Voilà. Donc voilà, on n'avait pas ce qui était énorme, 2 cochons. C'était énorme à l'époque. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça te manquait pas peut-être un petit peu ce côté entrepreneur? Est-ce que ça vient pas reprendre un peu de place dans ta vie, de se dire allez, vas-y, je refais un petit site internet, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait? Non, parce que je continue à en faire. Je continue à faire des logos, des t-shirts graphiques pour des entreprises. Donc non, ça me manque pas. Et d'ailleurs, j'aime bien cet équilibre entre la peinture et le graphisme, parce que quand tu peins, il faut attendre que ça sèche. Donc quand ça sèche, tu peux refaire du graphisme. Alors justement, parce que tu as plusieurs activités finalement qui se ressemblent, mais qui pour autant dans l'intention et dans la modalité sont très différentes. Est-ce que pour toi il y a une liste de ce que tu préfères ou non, tu as besoin de tout finalement et que ça a une juste place, que tout ça s'équilibre? Ou qu'il y a quelque chose quand même qui est en haut de la liste? Entre ce que je fais attendre que ça sèche ou faire du digital ou venir gérer le foyer ou non, j'aime bien en fait j'aime bien en vrai j'aime bien chercher des idées et moi mon médium c'est soit la typo, soit la couleur et les idées passent à travers ça et aussi les mots alors moi je suis hyper nul en rédaction mais j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien qu'on m'aide en fait avec les mots. Parce que je fais un travail typographique, et ce travail typographique, s'il a du sens, il faut qu'il ait du sens. Du coup, j'ai besoin de personnes, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui m'aident pour rajouter en fait des mots, des messages à mon travail de graphiste. Donc toi, ton endroit, c'est les idées. Ouais, c'est quand tu fais un dessin, moi j'aime bien l'idée de la recherche. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu cherches, tu trouves pas, ou la plupart du temps quand tu trouves, c'est parce que tu as fait une erreur, tu t'es trompé, et du coup ça crée quelque chose de particulier, et c'est de là que naît quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon process. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs, quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. C'est pas mal, joli. Ça. C'est joli, ça. C'est le premier à qui je le dis. Hein. Pas mal. C'est un flash que j'ai eu il y a 2 semaines. J'ai rien osé dire. J'ai dit, je le dirai à Valérie lui-même. Ça le fait grave. Changement de thème. T'es plutôt faux ou bao? Alors, faux, quand même, évidemment. Mais bao, c'est un truc à la mode aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Je me doutais que tu allais répondre faux. Mais explique juste pour ceux qui peut-être connaissent pas ce que c'est que le faux. Ou des feux. C'est ça. Alors c'est une soupe, c'est la soupe de Hanoï, qui est faite à base de pâte de riz. Je crois que c'est un plat qui est un dérivé du pot-au-feu. Et c'est pour ça que ça s'appelle pho. Voilà. Après, moi, c'est pas le plat que je préfère. Moi, je préfère le mie, qui est la soupe du Sud, qui est pas faite avec des pâtes de riz, mais qui est faite avec des pâtes de blé. Et donc, c'est la soupe du Sud. Plus consistant, donc. Non, c'est à peu près pareil, mais du coup, le bouillon est différent. Ouais, mais parce qu'il y a mie, c'est un peu un de tes noms. Bah voilà, c'est peut-être ça. Surtout un dérivé du surimi. Parce que ça vient à la base, c'était fait avec les trucs dégueulasses que tu trouves dans les... il paraît que les vrais surimi, ça existe. Je pense, à mon avis, ouais. Putain, ça fait flipper.
T'es plutôt Hanoï ou Paris ? Alors, est-ce que je suis plutôt Hanoï ou plutôt Paris ? Non, Paris sans hésiter. Hanoï, c'est la ville de ma famille vietnamienne. Mon grand-père était maire de Hanoï, donc du coup, je me suis intéressé pas mal à cette ville. Après, c'est une ville où c'est assez pollué, il y a beaucoup de bruit. Au Vietnam, il y a trop de bruit tout le temps. Donc je préfère Paris, qui est une ville plutôt calme. Et puis après, Paris, c'est quand même la ville des expos, des musées, des galeries. C'est quand même surréaliste de dire que Paris est plutôt calme. Ouais. Moi, je trouve que Paris, c'est une ville très calme, comparée à toutes les... depuis que Anne a pris le pouvoir, c'est très très calme. Non, mais comparé à toutes les autres capitales, tu prends, je sais pas, Tokyo, Londres, c'est des villes où il y a beaucoup plus de bruit. Monet ou Soulages ? Alors, Monet, c'est de l'impressionnisme. Ouais, je pense que pour moi, l'impressionnisme aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème. On en a trop mangé, on en a trop vu, même si c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire de l'art. Mais non, je préfère vraiment le travail de Soulages, mais ça, c'est aujourd'hui. Et vous peignez quel genre de peinture ? Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Quel genre d'abstrait ? Plutôt Braque, Vasarely ? Plutôt Braque, Vasarely. Plutôt A2 ou A3 ? A2. Classe éco ou classe affaires, Jérôme ? Classe, tout court. Ah, on aime. Jaune ou bleu ? Moi, j'aime toutes les couleurs. Je sais pas si tu as lu le titre de mes tableaux. Si, beaucoup. Si. Peut-être pas tous. Et donc, le titre de mes tableaux, c'est toujours des noms de couleurs. Oui. Et donc, je choisis des noms de couleurs qui me font marrer. Genre cramoisi ou cacadois. Voilà. Donc, non, la couleur. En fait, moi, j'essaye d'utiliser toutes les couleurs. Alors. Donc, jaune et bleu parce que tu aimes toutes les couleurs. Voilà, exactement. Est-ce que tu es pour toujours ou à jamais ? Je dirais pour toujours. Ouais. C'est positif. À jamais, c'est négatif, non ? Ça, c'est toi qui le ressens comme ça. C'est pas, non ? Ça peut être, non, mais ça peut être... regarde, au revoir à jamais, les types de James Bond, on sait pas, avec à jamais, donc... il peut y avoir des choses aussi. Hein. À jamais... Ouais, je sais pas. À jamais, je serai un grand peintre. Intérieur ou extérieur, Jérôme ? In-extérieur. L'intérieur des gens, l'extérieur des gens. C'est plutôt les gens, du coup, l'intériorité. Non, mais ça peut être aussi l'architecture, c'est tout. Tu te sens aussi bien dehors que dedans. Ouais, après j'aime bien la ville, mais j'aime bien aussi la nature. Moi, je suis né en région parisienne, donc c'est toujours très, très urbain. Et du coup, maintenant, j'aime bien des fois aller dans un truc un peu plus vert. Mais après, au bout d'un moment, j'aime bien retrouver le béton quand même. J'ai du mal, sans béton, j'ai du mal. Bah, t'as le droit. Mais comme tu dis, je reprends encore une fois ton terme, est-ce que tu as fait des abandons pour pouvoir rester toi-même ? Il y a un prix à payer, non, à rester focus. Il y a des fois, Oui, des fois, il faut se séparer de choses ou de gens. Est-ce qu'être à sa place, c'est quand même facilité quand on a la capacité à se séparer, à laisser moins de place à ce qui envahit ? Ah oui, être avoir une vision un peu narcissique, être un peu replié sur soi-même. Pas narcissique obligatoirement, c'est avoir la juste perception de ce dont on a besoin et de ce qui nous empêche de rester focus. Ouais, mais moi je pense que c'est vital. Au bout d'un moment, c'est vital. Donc quand il faut se séparer, quand ça va pas, il faut se séparer, se séparer de choses ou c'est faire des choix toujours. Ouais. Toujours choisir, être archi motivé et être souvent content de ce que tu fais. Alors, toi qui es très pudique, comment aimes-tu et comment exprimes-tu ton amour à l'autre ? Et d'ailleurs, moi qui te connais un petit peu, comment t'as fait pour trouver ta place en amour ? Question curieuse, mais j'adore. Je sais pas, après, je pense que en tout cas, moi, la manière dont je le vis, c'est que j'ai besoin d'avoir une connexion avec une personne, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'être étonné, se nourrir. Je pense que se nourrir, trouver des idées, essayer de faire des trucs ensemble, peut-être même des boulots ensemble.
Ouais, je crois que le truc, c'est surtout se stimuler mutuellement. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Mais est-ce que trouver sa place quand on est artiste, est-ce que c'est partager aussi son art avec la personne avec qui on est? Est-ce que ah oui, complètement. Mais est-ce que ça implique le fait d'être en adéquation l'un avec l'autre sur l'art? C'est-à-dire, est-ce que tu te sentirais à ta place dans un couple si par exemple la personne avec qui tu étais n'aimait pas du tout ton travail? Ah ouais, bah ce serait pas possible. Ouais. Non, je pense que c'est pareil, quand je dis que j'ai besoin d'être stimulé, ou la personne avec qui je suis a besoin d'être stimulée aussi, il faut qu'il y ait cette interaction où tu trouves que la personne avec qui t'es t'apprend des choses, et du coup ce qu'elle produit ou ce que la personne produit t'intéresse, et inversement. Après, moi je passe mon temps à montrer mes trucs, à dire t'en penses quoi, à discuter de ça, quoi. Moi, ce que je voulais savoir quand on reçoit des personnes ici, c'est les connaître un peu plus d'un point de vue, parce que c'est quelque chose qui me touche moi aussi, d'un point de vue musical et cinématographique. Alors moi, si je te posais la question, quelle musique, quelle chose te vient en tête? S'il y a des choses que tu aimerais, par exemple, quand tu peins, quand tu fais des choses, que tu aimes bien avoir dans la musique, par exemple? Ah ouais, en gros, c'est plutôt l'inverse. Je ne peux pas travailler sans musique. Je suis obligé de travailler en musique. Ouais. En peinture, j'écoute de la musique où il y a des paroles. Ouais. En graphisme, j'écoute de la musique où il n'y a pas de paroles. C'est pas possible. Je peux pas être quand il y a des voix, ça me gêne. Après, déjà, musicalement, moi j'aime bien la musique. J'aime pas trop les voix. Ouais. Tu préfères la musique, tu préfères les morceaux sans paroles, c'est ça, sans chant, que les morceaux avec chant, c'est ça que tu dis? Ouais, plutôt. Ouais. J'ai du mal avec la voix. Tu vois, Piaf, les trucs comme ça, où il y a vraiment un travail sur la voix, j'adhère pas du tout. Moi, j'aime bien le boom boom, quoi. J'aime bien la musique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple? Parce qu'il y a des morceaux qui te viennent en tête comme ça. En fait, la plupart du temps, je connais pas trop le nom des groupes. Finalement, j'ai plutôt des groupes. Finalement, j'écoute beaucoup de musique électronique. D'accord. Donc voilà. Et par contre, quand je fais de la peinture, j'écoute beaucoup les Strokes. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'albums, peut-être. Ouais. Et que c'est assez dynamique. Donc, oui, alors c'est vrai que moi, j'ai une culture de musique blanche. Pas du tout, du tout black, quoi. C'est mon éducation musicale, ouais, c'est vraiment la musique de blanc, quoi. Alors, par exemple, en musique électronique, quel artiste vient spontanément en tête comme ça? Alors si, j'aime bien un mec qui s'appelle Caribou, qui est un Canadien, qui fait une musique que j'aime vraiment bien. En plus, ce que je trouve génial, par exemple, avec lui, c'est qu'il arrive par exemple, moi j'ai acheté son dernier album, tu l'achètes sur Internet et tu l'achètes directement chez lui. C'est-à-dire que tu passes pas par une maison de disques. Et ça, je trouve ça génial. Aujourd'hui, tu peux acheter... en gros, tu peux te donner de l'argent à un artiste directement, sans qu'il y ait une plateforme ou une maison de disques qui prenne 50% du travail de la personne. Après, j'aime bien un mec qui s'appelle Jamie X. Voilà, en ce moment, c'est plutôt la musique que j'écoute. Et alors, en termes cinématographiques, si tu devais avoir l'image d'un film qui peut-être t'a inspiré, soit pour ton travail, soit pour les choses, ou même de manière générale, qui pourrait t'inspirer, ou dont tu te rappelles en tout cas, ce serait quoi exactement? Alors moi, je suis un peu largué au niveau du cinéma. Après, moi, il y a un film qui m'a marqué, que j'ai vu il y a longtemps et que j'ai revu plusieurs fois, c'est Ran, de Kurosawa. Et là, en fait, dans ce film, ce qui est... Pourquoi j'aime bien ce film? Parce qu'en fait, il y a plein de couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de... Il y a des mecs qui ont des drapeaux rouges, d'autres qui ont des drapeaux bleus, des drapeaux blancs, et t'as des trucs qui passent à l'écran comme ça, et c'est que pour moi, c'est que des espèces de taches de couleurs qui passent comme ça, et je trouve ça génial, quoi. Donc c'est un film qui m'a vraiment impressionné. Mais pour la couleur. D'accord. Un truc sur l'image. Oui, c'est ça, c'est un truc sur l'image, c'est sûr. だが束ねた三本の矢は折れん。たとえ太郎一人ではしのいきれぬ大難が起ころうとも、
je sais pas s'il est arrivé parce qu'on attendait Giuseppe alors. Ah oui. Giuseppe qui, donc on va te le présenter, Jérôme. Donc Giuseppe qui est peintre, lui aussi. Alors, Giuseppe, est-ce que tu es prêt? Oui, j'arrive. Bonjour Jérôme, bonjour. Alors, déjà, je suis ravi de participer à ce podcast, qui est Capharnaüm. Et alors, il me présente un peu, je suis désolé parce qu'il était un peu sous la pluie là, avant de venir. Il parle fort. Ouais, je suis désolé, il faut que je m'écarte du micro un peu. C'est le problème de l'Italie, c'est qu'on parle fort là. Alors, bonjour Jérôme. Alors, moi, donc, il m'appelle Giuseppe Siffredi. Alors, je te vois venir, il n'y a aucun lien avec Rocco, même si je le connais très bien pour avoir fait quelques soirées boum avec mon ami Etalon. Alors, je suis très content de te rencontrer, Jérôme, parce que moi aussi, je suis peintre, tu sais, peintre en bâtiment. Alors, c'est pas la même chose que toi, mais il y a ma société, Siffredi, la finition des experts. Donc voilà, alors oui, je te vois venir, tu vas me dire qu'on n'est pas dans la même place. Mais pourtant, je vais te raconter. Alors déjà, si tu me permets, je vais me faire un petit peu de pub pour moi aussi. Alors voilà, donc, je fais un peu de pub. Je sais qu'apparemment dans l'émission, il y a toujours une petite pub. Alors j'ai fait ma petite pub. Alors, voilà. Alors si tu aimes le travail bien fait, si tu veux que je vienne bien m'occuper de ton petit intérieur, alors tu es au bon endroit. Giuseppe Siffredi, c'est la valeur sûre. Et aussi sur toi, la authentica carità. Alors, blanc sur blanc, noir sur blanc, moi sur toi, toi sur moi, bref, une couche de couches, j'ai tout pour te satisfaire en long et en dur. On m'appelle l'étalon de la peinture. Alors, Siffredi, si tu ne connais pas, laisse-moi faire découvrir mes talents. Siffredi, la finition des experts. Voilà, c'est un peu comme poltron des sofas, et voilà. Je suis pas sûr qu'on trouve un sponsor. Attendez. Alors, tout d'abord, j'ai regardé ton Instagram, Jérôme, je trouvais ça formidable. Et toi aussi, tu aimes la peinture, ce que je vois. Mais alors, j'ai vu que tu finissais pas toujours bien ton travail. Oh là là, mais moi, j'aimais une couche, mais j'aimais une sous-couche, une sous-couche. Mais non, mais Jérôme, non. Ma première question, Jérôme, c'est pourquoi tu mets une couche quand tu peux en mettre deux? Je ne sais pas si tu peux me répondre, parce que je vois que tu finis pas toujours le coup de pinceau. Alors non, je pense que tu as mal vu, parce qu'en fait, la série sur laquelle je suis actuellement, c'est justement un principe de multicouche. Ah, mais il n'est pas vous, ce travail-là. Ah bah non, il est en cours. Il est en bas, alors voilà, d'accord. Donc, je pourrais effectivement plus m'adapter à ton travail plus tard. D'accord, parce qu'il y a aussi que tu écrivais sur tes murs, enfin sur tes toiles, si tu préfères. Moi, j'aime bien laisser une trace aussi de mon passage. Tu sais, j'ai été faire des petites retouches. Si tu vois ce que je veux dire, c'est chez Sofia il y a quelques jours. Oui, Sofia, elle adore quand il vient faire la peinture. Et j'ai laissé moi aussi des petites traces chez elle. Alors pourquoi tu écris, toi? Toi, pas peur que l'on te retrouve, parce que moi, j'ai toujours peur, il reste rien traîné, pas les pinceaux, pas les caleçons, rien du tout. Et alors, quelles sont les significations de ce que... Les significations, c'est comme ça qu'on dit? Les significations de ce que tu écris, Jérôme? Alors, ce que j'ai écrit sur mes tableaux... pas ton 06, donc. Alors, sur cette nouvelle série, ce que je fais, justement, en fait, j'essaye je crée des lettres abstraites. En gros, je me suis replongé dans... j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait l'écriture, comment était apparu l'alphabet. Et du coup, je m'inspire de tous les alphabets, l'alphabet grec, latin... je sais plus il y en a, il y a égyptien, non pas égyptien parce que c'est pas un alphabet. Et en fait, à travers ça, je crée de nouvelles formes. D'accord. L'objectif de ces nouvelles formes, c'est que ces formes, je pense qu'à un moment, elles te font penser à quelque chose. Tu retrouves quelque chose qui fait partie de ton passé. En tout cas, c'est un travail sur cette série-là qui s'appelle Lac, Clac, Lac. C'est le concept, c'est d'appliquer plein de couches
Ça me parle de ça, c'est la claque. Hein. Comme toi, tu fais des couches. Voilà. Moi, il laisse des traces, hein, il était dit. Parce que là, je le connais bien, ce que tu dis là, moi aussi. Hein, tu sais, il laisse des traces souvent les endroits où je passe. Parce que quand elle voit la peinture, elle se rappelle de moi aussi. Hein. Donc, ça là, c'est ça. En fait, toutes ces couches, en fait, c'est comme si c'était les couches de ta vie. Ouais. Dans nos vies, on empile des rencontres, des idées, des choses. Donc, c'est un empilement de couches. Et par-dessus ces couches, tu as ces lettres, donc de la typographie qui est par-dessus, qui est là pour te faire penser encore, pour moi, à ton futur. D'accord. Merci, donc grazie. Je suis pas sûr que Giuseppe ait tout compris, mais en tout cas, il a si, je comprends. Attends, je comprends quand on laisse des traces. Moi, j'aime bien ça. Et après, tu sais, il utilise aussi beaucoup les pinceaux. Tu sais, les pinceaux plats, les pinceaux ronds. Mais ce qu'il préfère, c'est commencer par des rouleaux, tu sais, pour bien recouvrir la surface. Mais alors, moi, j'ai vu ton travail et là, je me suis demandé ce que tu utilisais. Parce qu'il adore tes courbes parfaites. Tiens, j'ai dit ça il y a quelques jours d'ailleurs, j'ai tes courbes parfaites. Mais voilà. Mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer ta technique, s'il te plaît? Parce que moi, j'aimerais bien avoir ton rendu comme ça, ce que tu fais. C'est quel pinceau tu utilises, toi, alors? Alors, ça dépend de quel travail tu parles. Si tu parles du travail que je fais en couleur. En couleur, par exemple. Ouais, en fait, c'est un travail digital. Donc, en fait, c'est un travail digital. Donc, c'est de l'image qui est créée sur ordinateur, qui est imprimée sur une toile. Du coup, tu as cette possibilité-là d'avoir donc des trucs hyper parfaits. Quoi. D'accord. Et après, par-dessus, sur ces toiles imprimées, donc, je rajoute un gel hyper épais et je le restrie, ce qui fait que la toile devient unique. Parce que sinon, tu pourrais la reproduire à des millions d'exemplaires. D'accord. Excuse-moi, j'ai repris mes notes parce que là, oui, c'est quand même... Alors, tu n'avais pas pensé à celle-là. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais surtout parce que, en fait, parce qu'il y a vu aussi que tu étais graphiste et c'est important les graphistes. C'est comme si tu mettais du papier peint et une couche par-dessus avec ton pinceau. Tu vois. Tout à fait, mais j'adore. Ou du papier toilette. Que tu peux utiliser aussi. Ça aussi, parce que tu veux. Parce que, et moi aussi, parce que tu sais que moi aussi, je suis graphiste. Moi aussi, je suis graphiste. Il y a 2 semaines, par exemple, nous étions, ma femme et moi, avec la maman pour son anniversaire, et c'est moi qui ai préparé les cartons. C'est Giuseppe. Et puis, j'ai utilisé Paint. Je ne sais pas, tu connais Paint sur Windows? Paint, parce que quand tu es peintre, tu utilises Paint, c'est normal, c'est le logiciel parfait, tu vois. Mais alors, je me demandais, qu'est-ce que tu utilisais, toi, comme logiciel pour tout ça? Parce que j'ai l'impression que tu n'utilises pas Paint, toi. Non, c'est pas Paint que tu utilises. Non, c'est pas Paint. Il était sourd. Bon, alors, tu sais que Mayama, il m'a dit qu'il aimait bien faire écouter des petites ambiances sonores, comme ça, alors parce que Giuseppe, il a ramené ces petits sons, tu sais. Je suis pas sûr qu'on laissera Benjamin le soin de réinviter des amis à lui. Si, Giuseppe, il connaît très bien Benjamin. Tu sais qu'il connaît Marina aussi, il croit qu'il était déjà à des soirées. Alors, Giuseppe, donc, il a ramené des petits sons, et alors... Et il voulait savoir avec quelle ambiance tout est ça à ta place pour créer la peinture. Donc, il va te faire écouter des musiques, des ambiances, et tu vas me dire celle qui te parle le plus. D'accord. Par exemple, si j'ai te fait écouter cette musique italienne, tu vois, que tu peux entendre dans les restaurants. Donc, une ambiance plutôt zen, tu vois, pour le travail, pour faire les choses bien, comme ça. Alors ça c'est les matchs que j'aime, tu vois. Moi j'adore peindre pour regarder les matchs comme ça, tu vois. Alors, quelle est l'ambiance que tu préfères, toi? La première, je crois. C'est vrai? Oui. L'ambiance italienne. Il te comprend, Jérôme, il te comprend. En tout cas, merci. Merci, Jérôme, pour tous tes précieux conseils. Je regarde précieusement dans mon petit cœur de pittore, de peintre, et je te souhaite une belle carrière que tu mérites, parce que tu es vraiment très talentueux, plus que moi. Et puis, si jamais un jour tu veux venir sur le sentier avec une belle tenue, car on aime se mélanger, tu sais, Jérôme. Avec plaisir. Et puis, on finit souvent bien sali. Voilà. Alors, en tout cas, une chose est sûre, Jérôme, c'est que toi, si tu as trouvé ta place, moi, je la cherche encore. Mais je confirme. Merci Giuseppe. Merci, c'est sûr que je te réinviterai pas tout de suite. Écoute Jérôme, pour finir, peut-être tes mots de la fin, quelque chose que tu as envie de
laisser une petite trace de toi sur le podcast. Une question alors. Est-ce que en faisant ce podcast, vous trouvez votre place? C'est ça. Alors, moi, il y a tout ouvert ma place, et moi. Alors, oui, c'est bon. Marina, je vais te laisser répondre. Ah non, vas-y. Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de trouver votre place? Ouais. Alors, moi, je me sens totalement à ma place. Et d'ailleurs, c'est une place que j'avais mise de côté pour des mauvaises raisons et que je suis bien contente de retrouver parce que je me rends compte que quand on est à sa place, qu'on fait ce qu'on aime avec les personnes qu'on aime et qu'on choisit en toute liberté avec qui on veut aller en conversation, le temps s'arrête. Voilà. D'accord. Et moi, j'aime bien avoir plusieurs places parce que j'ai pas que cette place-là. Mais en tout cas, la place que j'occupe avec Marina dans ce projet qu'on a ensemble est une place que j'affectionne tout particulièrement. D'accord, bravo. Et il prend de plus en plus de place. Fallait pas me donner le micro. Merci. Un grand merci à toi. Merci. Et maintenant, on va manger un faux. Un feu.